Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Voici donc venu le premier temps, la première étape de ces Semaines sociales de France, cette étape d'exposition des enjeux autour d'une table ronde intitulée « Interdépendance et solidarité dans les enjeux actuels des négociations ». Alors, interdépendance, le mot peut faire peur, il peut paraître abstrait. Le pape François, dans Laudato Si, lui donne un nom plus familier, plus impliquant aussi. Il parle de notre maison commune. Notre maison commune, ça donne une réalité, un caractère concret à cette interdépendance. Je le cite, « Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. » Alors il parle évidemment de climat, il parle de l'anéantissement d'un certain nombre d'espèces qui pourtant ont chacune une valeur propre. Il parle de l'épuisement des ressources en eau, des ressources en métaux. Mais ce n'est pas seulement la planète qui va mal, cette maison commune, ce sont aussi ses habitants, en particulier les plus fragiles. Je le cite encore, « Les gémissements de sœur Terre se joignent aux gémissements des abandonnés du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. » Alors le constat est clair, vigoureux, l'exigence est forte. Alors habituellement, quand une maison commune va mal, quand une copropriété est dégradée, on se tourne vers le syndic. Alors c'est l'objet du débat qui va nous animer, c'est-à-dire que ce soit concernant le climat ou concernant le sort des plus pauvres sur cette planète, c'est le plus souvent vers la communauté des États que l'on se tourne, vers les processus de négociation. Alors le syndic des États a décidé de faire de 2015 une année charnière, une année clé, autour notamment de 2 étapes importantes. New York, la semaine dernière, 15 ans après les objectifs du millénaire pour le développement qui visaient à diviser par 2 la faim et la pauvreté dans le monde. Il s'agissait de redéfinir ces objectifs pour les 15 ans qui viennent. Et puis Paris, la COP21, cette conférence climat, cette conférence des partis qui nous attend en décembre, qui se tiendra au Bourget, où les États se sont donné rendez-vous pour trouver les moyens de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Alors, la question qui nous préoccupe, c'est celle de savoir si le syndic fait son boulot. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce que c'est de lui qu'il faut attendre les solutions? Est-ce qu'il emprunte l'autre direction que nous invite à prendre le pape François? Pour y répondre, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir de grandes personnalités qui sont coutumières de ces négociations internationales. Pascal Lamy et Jean-Michel Severino, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et puis d'avoir pris sur votre temps précieux. Alors je ne m'aventurerai pas ici à dresser votre curriculum vitae. D'abord, il est bien connu, ça nous prendrait toute la journée et puis pour l'imprimer, il aurait fallu que je contribue gravement à la déforestation. Donc je m'en suis abstenu, je me bornerai simplement à relever quelques points communs de vos parcours. D'abord la formation, commerce, école de commerce, droit, Sciences Po, ENA. La direction d'organismes de premier plan, l'Organisation mondiale du commerce pour Pascal Lamy, l'Agence française de développement, l'AFD, pour Jean-Michel Severino. Une expérience de la Banque mondiale pour l'un, le Crédit Lyonnais pour l'autre. Des livres remarqués. Alors, je ne les citerai pas tous, mais j'en relèverai 2 chacun. La démocratie monde et Quand la France s'éveille, récemment pour Pascal Lamy. S'éveillera, pardon, le pluriel a son importance. Et Jean-Michel Severino, avec Olivier Rey, Le temps de l'Afrique en 2010, et Le grand basculement en 2011. Alors, autre point commun, une familiarité avec le monde politique. Vous avez travaillé avec Jacques Delors pour l'un, avec Martine Aubry pour l'autre. Donc si j'ose, l'un a travaillé avec le père, l'autre avec la fille. Quant à moi, je ne suis pas loin de travailler avec le Saint-Esprit, puisque je travaille pour les Jésuites, en animant la revue Projet. J'en profite d'ailleurs pour signaler un point insuffisamment relevé de votre CV habituellement, c'est que vous êtes des auteurs à plusieurs reprises de la revue Projet.
Voilà. Alors, comme il est de tradition dans ces semaines sociales de France, il ne s'agit pas d'un monologue ou d'un trialogue entre nous. Il s'agit que vous puissiez poser également vos questions. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure des interventions, à noter vos questions et on les fera remonter à la table qui se situe à ma gauche. Les deux intervenants ont préféré une modalité d'échange plus vivant que deux exposés un peu magistraux. Alors, voilà, je voudrais commencer par une première question sans plus tarder. Vous demandez avant tout où en sont les négociations. En 2005, quand moi-même je travaillais au CCFD, Terre Solidaire, nous avions lancé une campagne qui s'appelait 2005, plus d'excuses. On disait on ne pouvait pas reculer devant l'impératif de lutte contre la pauvreté. 10 ans plus tard, il nous semble qu'il y a encore moins d'excuses. Alors, une négociation vient de se clore à New York, l'autre bat son plein sur le climat. Jean-Michel Severino, l'an passé, dans votre contribution à la revue Projet, vous nous annonciez des avancées vraisemblables en 2015 sur les objectifs de développement durable. Les résultats sont-ils là? Sont-ils à la hauteur? Qu'en est-il des résultats escomptés de la conférence climat? Il faut appuyer sur un bouton. Voilà. Bonjour à tous, merci de m'inviter. C'est un bonheur d'être en compagnie de vous tous ici et aussi de Pascal Lamy. Une de nos difficultés va être de trouver des points de différence malgré les générations des patrons qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais on va essayer, je suppose, de se compléter, plus de se contredire, ce sera peut-être notre défi. Et je voudrais peut-être dire un mot, commencer par dire un mot des objectifs du millénaire pour le développement, puis des ODD. Je crois que c'est important d'en parler parce que ça peut sembler une espèce de matière molle, des accords internationaux mous, une déclaration molle. Mais ces objectifs du développement durable, pour moi, ils ont un rôle important dans l'espèce de dialectique entre l'utopie et le réalisme. C'est clair que les objectifs du développement durable en eux-mêmes ne vont faire rien changer sur la planète et que par ailleurs le jeu froid et cynique des États, des puissances, de la concurrence continue à jouer son rôle. Mais on a aussi besoin de rêver, on a besoin de se projeter, on a besoin d'espérer dans des mondes meilleurs. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ces objectifs du développement durable, c'est qu'au fond, après 2 années et demie de négociations pathétiques entre les États, finalement, l'ensemble des États membres des Nations Unies ont voté une espèce de fonction de rêve, une motion d'utopie qui, au fond, a au cœur de son agenda, exprimé sous un langage parfois technocratique, de cibles, d'objectifs, etc., une ambition un peu folle, hein, que du côté de Convergence, on résume à travers le slogan du triple zéro, zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro émission. Bon, c'est de ça dont on parle. Et cette fonction de rêve, elle va avoir une utilité dans la vie plus concrète de l'action collective, de la société civile comme des États, parce qu'elle va nous amener à converger sur des actions identifiées, elle va nous amener à rendre compte des progrès à l'encontre de cette ambition et de ce rêve. Donc de ce côté-là, je dirais que c'est vraiment mission accomplie. Il n'était pas certain que lorsque ce processus a commencé, il y a environ 3-4 ans, qu'il s'agit de réfléchir à ce qui serait le successeur des OMD en 2015, on puisse trouver cette fonction d'objectif pour la planète qui, au fond, qui est devenue une fonction d'objectif universelle. Hein. Elle touche tous les sujets et elle touche tous les pays. Elle s'adresse à la France comme au Burkina Faso. Ce n'est pas en soi un concept simple à vendre. Il l'a été, et on va pouvoir commencer à travailler avec ça. Et au moment où le monde se déchire sur tant de sujets, où nous avons tant de guerres, le fait qu'on soit capable de se rassembler à travers les différences politiques, les différences et les conflits géopolitiques, les différences de religion, sur cette ambition utopiste, c'est quelque chose de pas mal. C'est un bon point de départ, c'est un point d'ancrage, c'est une espèce de corde avec laquelle on va pouvoir s'accorder pour pouvoir parler aux autres.
Et puis donc là maintenant, la prochaine échéance, c'est celle de la conférence climat. Et je suis sûr que Pascal aura beaucoup de choses à dire dessus. Moi, je me contenterai de dire que, parce que peut-être il aura envie de parler de la négociation en particulier, entre autres. Je voudrais dire qu'à côté de la négociation qui va certainement aboutir à un accord, la question est exactement lequel. Il y a un deuxième agenda qui s'appelle l'agenda des solutions et qui est quelque chose qui nous parle beaucoup, puisque lorsque cette COP21 a commencé à être programmée, dans le climat de scepticisme très profond qui soufflait à l'époque et qui s'est peut-être légèrement atténué sur la possibilité d'atteindre un accord, les États ont voulu également qu'à côté de la négociation officielle soit dressé un cadre de dialogue avec les différentes parties prenantes, société civile, entreprises notamment, pour établir un catalogue d'actions positives qui, à travers des alliances thématiques, régionales, permettraient d'apporter une contribution décisive et concrète sur la façon dont on va mettre en œuvre des engagements éventuels en matière de climat, mais surtout dont on va simplement très profondément faire progresser l'agenda d'un monde décarboné. Alors cet agenda des solutions a été extraordinairement motivant et il répond, et je vais m'arrêter là, à une réalité qui va faire l'objet, je pense, de débats ou de discussions supplémentaires. À cette réalité, elle comprend une reconnaissance d'une réalité géopolitique qui est que les États ont perdu le monopole de l'action collective et qu'il y a aujourd'hui, si l'on accepte bien sûr les temps de crise pure où la force armée dans les États ont encore quand même globalement le monopole, si on accepte ces grands moments de crise, pratiquement tous les problèmes structurels de la planète ont besoin de très grandes alliances entre les différentes parties prenantes pour réussir. Et ça, c'est aussi un thème qu'a beaucoup travaillé Pascal, d'ailleurs, ces mois-ci, ces années-ci, et je suis sûr qu'il voudra parler. Merci beaucoup. Alors, Pascal Lamy, quand vous parlez de gouvernance mondiale, bien souvent, je vous ai entendu distinguer 3 niveaux de gouvernance. L'échelon étatique, qui serait l'État solide, l'échelon régional, qui serait l'État liquide, et puis l'échelon supranational, mondial, qui serait l'État gazeux. Alors, on peut penser que cet État gazeux est propice à une négociation sur les gaz à effet de serre. Qu'en est-il ? Oui, j'ai effectivement souvent utilisé cette analogie pour essayer de rendre compte, d'expliquer pourquoi, au fond, l'existence d'un pouvoir politique, de discipline, de règles, qui est assez aisément admise au niveau d'une communauté nationale, est difficilement transposable, encore que on a fait une partie du chemin au niveau européen, et probablement hors d'atteinte, dans l'état actuel des choses, au niveau international. Et ça, c'est une affaire essentiellement de légitimité. Quand je dis le national, c'est solide, l'européen, c'est liquide, et l'international, c'est gazeux, ce que je veux dire, c'est qu'un pouvoir est plus légitime s'il est dans la proximité que s'il est dans la distance. Ça me paraît d'ailleurs un principe philosophique assez raisonnable que saint Thomas d'Aquin puis Althussus à l'époque ont longuement commenté sans faire trop de théologie. Et c'est cela que je veux dire. Je signale d'ailleurs pour l'anecdote qu'un jour où je m'exprimais de cette manière devant un auditoire de jeunes, il y en a un qui a levé la main et qui m'a dit « Vous avez dû apprendre la physique il y a très très longtemps ». Je dis « Oui, il y a longtemps, oui, quand j'étais petit ». Il m'a dit « Parce que il y a un 4e état de la matière qui s'appelle le plasma, et donc bonne chance pour la suite ». Je ne suis pas sûr d'avoir encore tiré toutes les conclusions de cette nouvelle perspective, mais je reviens à votre question. Jean Mécart, que vous avez en quelque sorte auto-résolu quand vous avez parlé du syndic. Un syndic, c'est une personne qui est en charge de l'intérêt général, du bien commun. Le problème de la communauté internationale,
ou de ce que l'on appelle par commodité la communauté internationale, et j'y reviens dans un instant, c'est que la conscience de ce bien commun est très faible. D'où le déficit de gouvernance internationale que nous avons. Nous savons parfaitement ce que c'est que l'interdépendance. C'est une réalité. Les migrations, le changement climatique, la corruption, le terrorisme, la dégradation des océans, les cyberattaques, ce sont des réalités que nous pouvons constater, que nous pouvons mesurer. La solidarité, c'est un sentiment. C'est de l'ordre du mental, de ce que vous avez appelé, dans la programmation de ces journées, de l'imaginaire. Et il y a une très grande distance entre la réalité et l'imaginaire, en tout cas en ce qui concerne l'organisation collective, et autant on peut penser qu'au niveau d'un petit groupe humain, cette articulation entre l'interdépendance et la solidarité est aisée, ce que j'appelle l'effet canoë. Quand vous êtes sur un canoë, s'il y en a un qui commence à faire l'andouille, ça va assez vite se voir, et les autres vont lui dire attention, si tu continues, on va tous à la baille, donc stop. Sur un porte-avions, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a là une réalité fondamentale. Elle n'interdit pas davantage de gouvernance internationale, mais ce qu'elle dit, c'est qu'aussi longtemps que la conscience de cette communauté, qu'on appelle par commodité communauté, parce que ça nous arrange de faire comme si elle existait. Je pense que Jean-Michel, qui a été, comme moi, associé à beaucoup de négociations internationales, il y a des soirs de négociations où cette notion de communauté internationale apparaît un monument de cynisme et d'hypocrisie, tellement ce qui apparaît dans les relations entre États, dans les discussions entre États, est gouverné par des intérêts purs et simples. Alors, ça n'est pas que ces intérêts ne sont pas importants ou intéressants. Si la Chine, au cours des 2-3 dernières années, a fait des pas considérables dans la direction d'un accord international sur le changement climatique, et notamment pour la COP21, ça n'est pas par solidarité internationale. C'est parce que la Chine connaît des problèmes environnementaux majeurs et que ceci est devenu un problème politique sérieux en Chine. Donc c'est la légitimité du pouvoir chinois qui est en cause. Ce n'est pas la légitimité de la Chine, acteur de la, entre guillemets, communauté internationale. Alors, est-ce que pour autant, il n'y a pas à faire, aussi longtemps que ce travail mental, de conscientisation, et on y reviendra tout à l'heure, n'est pas là? Non. On a pris à l'instant l'exemple des objectifs du développement durable qui viennent d'être décidés par l'Assemblée générale des Nations unies, donc par une représentation de la, entre guillemets, communauté internationale. Je suis d'accord avec Jean-Michel pour dire que c'est un pas en avant. Et c'est un pas en avant si on veut bien juger l'expérience de la génération précédente, ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire, qui a été créé par l'ONU du temps de Kofi Annan, et qui a été effectivement un pas en avant parce qu'ils étaient moins nombreux, plus flous, moins précis que cette nouvelle génération, qui d'un certain point de vue est un progrès dans la technologie de la gouvernance, mais ils ont créé une habitude fondamentale qui est de l'ordre de la légitimité globale et qui s'appelle, et Jean-Michel a utilisé ce mot, et je le reprends, l'obligation de rendre compte
à partir du moment où, une fois tous les 2 ans, les chefs d'État et de gouvernement de cette planète sont obligés d'aller à l'Assemblée générale des Nations unies pour expliquer ce qu'ils ont fait dans la réalisation des objectifs du millénaire pour la génération précédente de celle qui s'annonce avec les objectifs du développement durable, on a fait un grand pas en avant, parce qu'ils acceptent qu'ils ont des comptes à rendre. Et ils acceptent qu'ils ont des comptes à rendre à d'autres qu'à leurs électrices et leurs électeurs. Et donc là, on va dans la bonne direction. Bien entendu, ils font ça à leur manière. Ils ne vont pas dire attendez, on va faire le bilan, je vais vous dire ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de pas bien. Ils disent que ce qu'ils ont fait de bien, évidemment. Simplement, si vous avez la liste des objectifs du développement durable sous le nez, vous allez cocher les cases qu'ils ont faites, et puis les cases qu'ils n'ont pas faites, ça va se voir. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre du progrès, et qui est de l'ordre, et qui va permettre probablement, on y reviendra, à effectivement aux opinions, aux sociétés, aux citoyens, à la société civile, au monde des entreprises aussi d'ailleurs, qui a son mot à dire là-dedans, d'intervenir plus directement dans la gestion de ce bien commun. Il n'y aura pas un syndic, mais il y aura des progrès dans la syndication. Merci. Alors je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur cette question de comment dépasser la somme des égoïsmes nationaux. On se rend bien compte que la façon dont fonctionne la négociation climat, c'est chacun apporte sa pierre au barrage qui est censé nous protéger d'un réchauffement excessif, mais que la somme de ces pierres, ça ne fait pas un barrage suffisamment élevé, qu'on reste dans une perspective, une trajectoire globale d'un réchauffement de 3 degrés pour l'instant. Alors, comment faire pour dépasser cette somme des intérêts ? Est-ce que c'est en abordant la question sur le champ des valeurs qu'on peut dépasser ces égoïsmes nationaux ? Ou est-ce qu'on se berce d'illusions en parlant des valeurs ? Alors, Pascal Lamy, je voudrais vous redonner la parole. Notre dernier numéro de la revue Projet portait sur la question spiritualité au secours de la planète. Est-ce que c'est sur le registre spirituel que les négociations internationales peuvent progresser ? Il y a, dans mon esprit en tout cas, c'est une question incontournable. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'interdépendance est une réalité. La solidarité, le sentiment qu'on est sur le même bateau, qu'on doit donc adopter des comportements collectifs de nature à préserver, par exemple, cette planète, ou à la gérer un peu moins mal sur le plan des systèmes financiers, ou à cesser de cochonner nos océans, c'est, dans un certain nombre de cas, une affaire d'intérêt. Je pense qu'on doit pouvoir expliquer, dans certains cas, au monde de la pêche, que si on épuise complètement les ressources halieutiques dans les océans, c'est pas une bonne idée sur le plan économique, sur le plan matériel. C'est pas bon pour les générations futures qui vivront de la pêche ou qui vivront des consommations des produits de la mer. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et si vous prenez l'exemple du changement climatique, qu'est-ce qui a coincé jusqu'à présent la négociation sur le changement climatique? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a encore quelques désaccords dans la communauté scientifique sur la question de savoir si l'origine du réchauffement climatique est une affaire qui est entre les mains des hommes ou c'est entre les mains des astres, parce que le Soleil est comme ci, comme ça. Bon, ça, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de ce débat. La très grande majorité de la communauté scientifique fait le lien entre les activités humaines et notamment la consommation de ressources sur cette planète et le réchauffement climatique. Et la deuxième est une affaire de valeur. Les Américains disant aux Chinois vous êtes le principal émetteur de CO2 sur cette planète, et donc à vous de faire le premier pas. Et les Chinois disant aux Américains vous êtes le premier émetteur
de CO2 par tête de cette planète. Et donc, à vous de faire le premier pas. Et ce qui sépare ces deux positions, c'est la notion de justice. Qu'est-ce qui est juste? Laquelle de ces deux positions est-elle juste du point de vue moral? Là, on n'est plus dans l'affaire des intérêts. Et je pense personnellement que c'est la version chinoise qui est moralement la plus respectable. Je ne dis pas que la position américaine ne l'est pas, mais dans ces cas-là, quand il faut choisir, il faut choisir son camp. Donc là, on est sur une affaire de justice et nous ne parviendrons à un accord que si cette différence de l'ordre des valeurs est réduite. Et pour réduire les différences quand elles sont de l'ordre des valeurs, c'est compliqué de réduire des différences quand elles sont de l'ordre des valeurs, parce que les valeurs, par définition, ce sont des choses auxquelles nous tenons, ce sont des choses auxquelles nous croyons, ce sont des choses dont nous considérons qu'elles sont constitutives de notre identité. Et la seule manière d'y procéder, c'est là qu'on vient un peu au thème de cette journée, à mon avis, c'est de commencer par comprendre celle des autres. La convergence des valeurs est un problème redoutable sur le plan philosophique, sur le plan moral, sur le plan théologique, mais il y a une étape que nous devons tous accepter de faire et qui est le premier pas vers cette convergence des valeurs, c'est la compréhension de celle des autres. Ce que j'appelle, parce que je pense que c'est un mot qui est plus facilement acceptable dans des grandes communautés humaines comme celles qui habitent notre Terre, ce que j'appelle les sagesses, au pluriel. Il y a sur notre planète plusieurs sagesses, et je pense que nous avons la nôtre, il y en a d'autres, et je pense que la compréhension des sagesses des autres est le premier pas. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas, dans les grandes questions que nous avons à résoudre, il n'y a pas de solution sans que cette question des valeurs et des sagesses, qui est la colle, la glu des sociétés humaines, sans que nous parvenions à augmenter ce qui nous unit de l'ordre des valeurs. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Beaucoup de gens en Afrique ou en Asie aujourd'hui vont dire votre système international est bien joli, mais il a été conçu, pensé par les esprits occidentaux. Le logiciel de la gouvernance internationale a été créé par des occidentaux après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui nous oblige, nous, à adhérer au principe de valeur qu'il y a là-dedans? Ceci est un débat qu'il faut avoir. Il n'y aura pas de progrès sans cela, et c'est là qu'on rejoint la question de la conscience. Merci. Jean-Michel Severino, quand on regarde un peu dans la durée les processus de négociation internationale, dans quelle mesure est-ce que le succès de certaines d'entre elles est justement dû à un accord sur les valeurs? Je sais que vous citez régulièrement la négociation SIDA comme étant une négociation, un processus international qui a abouti à des progrès significatifs. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme apprentissage de cela? Oui, je crois que c'est intéressant de citer le processus de gestion, de traitement de l'épidémie du sida, puisqu'il n'y a pas de traité sur le sida, il n'y a pas une négociation internationale au sens propre, mais c'est une grande cause mondiale. Hein. Et au fond, on a réussi à juguler, sinon à éliminer totalement cette endémie terrible, parce qu'il y a eu, au fond, une convergence que je voudrais essayer de réappliquer en revenant sur le climat, une convergence de la problématique morale et des intérêts. À un moment donné, d'un côté, il y a eu une énorme pression d'opinion et de mouvement qui a mis en avant la dimension éthique, humaine, le caractère terrible de l'endémie. Et par ailleurs, il y a eu une série d'innovations technologiques qui ont permis la mise à disposition de traitements à bas coût et se sont inventés à la rencontre de tout ça des mécanismes qui ont permis de faire accéder aux traitements
à côté de la prévention, bien sûr, qui reste très important, accéder au traitement, quasiment tout le monde sur la planète, grâce à des mobilisations financières qui ont également été assumées, qui sont devenues d'ailleurs très importantes dans l'aide publique au développement. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, en fait, mouvement d'opinion fondé sur une approche éthique et défense de la cause, industrielle, de l'industrie pharmaceutique, et gouvernement ont réussi à trouver un terrain d'entente. On ne va pas rentrer ici dans le détail de ce terrain, je crois que ce n'est pas l'objet. Si on regarde la question climat, c'est un petit peu la même chose. Quel est le moment où on va arriver à une convergence de l'éthique et des intérêts ? Et il n'y aura pas de convergence, il n'y aura pas de réussite si c'est uniquement un sujet d'intérêt, et il n'y aura pas non plus de réussite si c'est uniquement un sujet d'éthique. Il faut que les deux, à un moment, arrivent à converger. Et dans ce sujet climat, on est en train de s'approcher de ce moment, parce que, pour 4 séries de raisons. La première, c'est qu'il y a une mobilisation d'opinion publique mondiale qui s'est considérablement accrue. Pascal a évoqué à l'instant la question de la Chine. En Chine, il y a une mobilisation d'opinion publique dans le pays, et même dans un régime aussi autoritaire qu'est celui de la Chine, ça compte pour la soutenabilité politique du pays. Et il y a une meilleure information sur les enjeux du changement climatique, que ce soit dans notre pays, mais jusqu'y compris au fond du Burkina Faso. C'est un problème qui est devenu connu, et je dirais, et l'information, malgré les climato-sceptiques, etc., demeure disponible, et il y a une grande mobilisation, enfin une mobilisation croissante autour des aspects de justice, de répartition dans l'effort pour chacun, et de comment on peut converger. Mais à côté de ça, il y a 3 choses qui se placent et qui rendent ce combat pour le réchauffement climatique plus efficace, même si on est loin d'être au bout du chemin. Il y a la disponibilité de technologies qui n'étaient pas là il y a 10 ans ou 20 ans, ou en tout cas pas au coup qu'on les connaît. Il y a une conjoncture macroéconomique qui a un peu bougé, parce qu'il y a encore 2 ans, on était dans un univers économique où les pays émergents et les pays pauvres étaient en croissance forte, et les pays industrialisés, et en particulier l'Europe, mais aussi les États-Unis, en panne économique. Et donc, dans tout ce qui avait trait au débat autour de la compensation et du traitement des impacts du réchauffement climatique sur les pays, et notamment les pays pauvres, qui impliquent des transferts de fonds des pays riches et des pays pauvres, on voit que cette conjoncture macroéconomique n'était pas du tout favorable. Aujourd'hui, la roue de l'histoire a tourné, et on se retrouve dans un contexte où il y a un peu plus d'aisance budgétaire, même si ce n'est pas visible en France, mais pour plein d'autres pays, c'est le cas. Et enfin, et c'est le point sur lequel je voudrais peut-être insister, il y a une transformation très profonde du monde économique et des entreprises sur ce sujet, parce que nous sommes en train d'arriver à un moment de bascule où les intérêts la plupart des secteurs économiques finissent par devenir supérieurs à l'intérêt des pétroliers et des producteurs d'énergie carbone. Et ça, c'est absolument fondamental dans l'approche du problème. Prenons un sujet, une approche extrêmement concrète aujourd'hui. Nous avons une forme de révolte industrielle dans le monde de tous les producteurs de l'agroalimentaire. Parce que ces industries d'agroalimentaire sont profondément impactées par les transformations du changement climatique, et leur modèle économique à moyen terme est remis en cause dans ce qui concerne l'approvisionnement à la ressource, la nature de cette ressource, son prix, etc. Et donc, pour citer cet exemple parmi d'autres, je dirais le monde de l'agroalimentaire et ce qui est extrêmement neuf est monté dans une forme de révolte contre le monde des producteurs de charbon et de pétrole. Donc à partir du moment où on rentre dans un moment où la diffusion, où les rapports de force dans l'industrie se transforment, ou à un moment par exemple où on voit que l'industrie de l'assurance a complètement basculé dans le camp de la lutte contre le changement climatique parce qu'elle voit tout simplement monter les factures année après année liées au changement climatique, et qu'elle voit que son propre modèle économique n'est pas soutenable dans toute la branche risque et sinistre à l'échelle de 15 à 20 ans dans un univers proche. Quand on voit ces basculements industriels, on voit se créer
la possibilité de transformation extrêmement importante. Ce qui permet d'ailleurs de répondre à un sujet, une question concrète, c'est est-ce que le changement climatique, est-ce que la lutte contre le changement climatique va nous coûter cher ou est-ce que c'est un sacrifice? La réponse de l'industrie maintenant n'est plus celle, la réponse n'est plus celle de rapport économique, comme le rapport de Nick Stern il y a 4 ans, qui établissait le coût comparé de l'inaction par rapport au coût de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, c'est rentré, je dirais, dans les appareils industriels, dans les usines, et aujourd'hui, la réalité s'impose. S'il n'y a pas de transformation, de lutte efficace contre le changement climatique, la politique du chien crevé au fil de l'eau va coûter extraordinairement cher à tous les acteurs du monde industriel, et donc la machine à transformer et à créer de l'accord se met en place. Merci Jean-Michel Severino de pointer ce qui avance, ce qui converge. Je voudrais quand même revenir à l'invitation que nous fait le pape François, qui est assez radicale. Il dit que la clameur des pauvres et de la terre exige de nous une autre direction, et il se fait assez précis dans cet article 53 de l'encyclique. Il dit « Il devient indispensable de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes avant que les nouvelles formes de pouvoir, dérivées du paradigme techno-économique, ne finissent par raser non seulement la politique, mais aussi la liberté et la justice. » Alors je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette question des limites. En matière climatique, les limites sont assez claires. Elles sont connues. Il ne faut pas que notre humanité émette plus de 600 gigatonnes de carbone avant 2050. Or, il est clair aussi que les réserves en cours d'exploitation ou en passe de l'être de charbon, de pétrole et de gaz émettraient 3000 gigatonnes de carbone. Donc on explose évidemment les 2 degrés. Si on émet les gaz à effet de serre liés à cette combustion. Alors dans le même temps, on sait bien aussi que l'exploitation de ce charbon, de ce gaz, de ce pétrole contribue et font la richesse, et la richesse considérable d'un certain nombre d'acteurs très puissants. On parle de dizaines de milliers de milliards de dollars à la clé. Alors on entend bien les convergences. Il y a là quand même un point de divergence majeur. Comment dépasser cette contradiction? Je voudrais quand même revenir sur cette question. Est-ce qu'on peut uniquement laisser faire le rapport de force, la majorité des industries contre les industries fossiles? Est-ce qu'à un moment donné, il faut, comme y invite le pape, passer par la norme, fixer ces limites infranchissables? Jean-Michel Severino. Ok, merci. Moi, je voudrais dire qu'on va effectivement résoudre ces problèmes par une combinaison de normes, d'innovation technologique et de transferts financiers. Et je vais peut-être m'arrêter 1 minute sur les questions de transferts financiers, parce que les normes ne servent à rien si elles ne sont pas réalistes et si on ne peut pas faire bouger le monde. Prenons un cas intra-européen. Nous sommes une union. À l'intérieur de cette union, nous avons des pays différents. Et nous avons un pays qui s'appelle la Pologne, qui est un membre de l'euro, qui est un membre cœur, un grand pays européen. Ce pays a un modèle exclusivement fondé sur le charbon. Bon. Vous pouvez dire, dans un système européen, tout ce que vous voulez aux Polonais. Ce n'est pas une question d'entreprise industrielle. La question, c'est les centaines de milliers d'emplois dans les bassins charbonniers de Pologne. Vous ne pourrez jamais dire aux Polonais qu'il y a une nouvelle norme qui va arriver. Et vous savez quoi? Ça va leur supprimer plusieurs centaines de milliers d'emplois dans un pays qui est déjà nettement moins riche que la moyenne de l'Union européenne. Ça ne volera jamais, ça ne se passera jamais. À un moment donné, il faudra qu'on soit dans un deal qui soit, alors là on parle de l'intra-européen, mais c'est vrai à l'échelle planétaire, un deal qui soit, eh bien vous savez, oui on va aller vers une norme extrêmement contraignante et vous allez devoir sortir des énergies charbonnées, mais nous allons accepter de payer une partie de la facture. Et à ce moment-là, il faudra que le contribuable français, à travers son impôt sur le revenu, à travers la TVA, à un moment donné, assume le fait qu'une partie de son argent ira à un mineur quelque part dans une mine en Pologne, aille dans des nouvelles infrastructures dans ce pays, aille à financer la création d'entreprises en Pologne, et on devra, vous savez quoi, accepter qu'il y ait un peu plus de plombiers polonais en France. Voilà.
Donc ça s'appelle la solidarité à l'échelle mondiale. Et transposer ce débat au niveau européen à l'échelle planétaire. Et vous pouvez l'élargir de cercle en cercle, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on accepte de passer à la casserole, de payer des additions. Mais on va payer des additions, alors ça effraie toute une série de gens, ça nous effraie en tant que contribuables, mais en sachant que si on ne fait pas ça, on va payer beaucoup plus cher d'autre côté. Et qu'il s'agit de la voie de la raison. Donc à un moment donné, la solidarité, c'est pas, ça peut être un acte de confraternité, ça peut être aussi un calcul tout simplement bien compris, raisonné et raisonnable. Je voudrais donner un autre exemple sur le fait que pour résoudre ces problèmes, il va falloir que nous allions parfois très loin au-delà de nos frontières. Je vais vous prendre donc un cas. Et ça va être lié au fait que non seulement il va falloir faire sortir des économies industrielles d'un modèle carboné, mais il va falloir conduire des pays en développement qui ont besoin de croître et qui, sur les modèles de croissance économique actuels, vont émettre de plus en plus de carbone. Il va falloir les convaincre de changer de modèle économique. Et on ne va pas pouvoir leur dire ça en disant, écoutez, vous, le Burkina Faso, vous, la Mauritanie, vous, la Thaïlande, vous, l'Indonésie, vous n'allez plus croître, hein, vous savez, vous n'allez pas améliorer le sort de vos concitoyens, c'est terminé, il n'y a pas d'espace carbone sur la planète pour vous. Bon. Voilà. Ça, chacun peut concevoir que ça ne vole même pas un quart de millimètre de seconde et que si jamais on voulait tenter d'imposer cette solution, on se retrouverait assez rapidement avec des frégates indonésiennes sur les côtes de la Méditerranée qui viendraient s'occuper et régler notre sort militaire. Voilà, on arrivera à ça. Donc, il va falloir donc sortir il va falloir décarboner le mode de croissance des pays en développement et pour ça, il va falloir trouver des solutions qui vont créer de l'intérêt général. Je vous cite donc un cas précis. Dans mon activité, je suis investisseur dans une activité que soutient d'ailleurs à titre personnel Pascal. Et nous investissons dans des sociétés qui font de l'accès à l'énergie dans le monde rural, qui est un monde à démographie galopante aujourd'hui en Afrique, en particulier sur les rives du fleuve, entre autres sur les rives du fleuve Sénégal, où nous permettons à travers des entreprises qui sont financées par de l'investissement, donc permettons à des entreprises de générer de l'accès sur des technologies vertes à des masses très considérables de population. Alors, qu'est-ce qui se passe en faisant ça ? Eh bien, d'un côté, on crée de l'emploi local, on permet à des entreprises qui ont un équilibre financier de commander des équipements à des pays industrialisés, dont la France. On empêche, en créant de l'emploi local, à des gens qui sur la vallée du fleuve Sénégal, puisque je prends ce cas-là, de quitter cette vallée et d'aller prendre le bateau quelque part en Libye pour traverser la Méditerranée. Et on décarbone complètement le mode de croissance et l'accès à l'énergie en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de tout ça ? Plein de gens, plein d'acteurs, mais à un moment donné, un transfert financier d'une économie industrielle qui est riche en épargne vers des économies qui sont démunies d'épargne. Et nous n'allons pas non plus, donc, alors est-ce qu'on peut appeler ça de la solidarité ? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'intérêt ? Les deux, ils se mélangent, et ça s'appelle faire converger, encore une fois, sur des actions qui sont structurantes et qui nous permettent de transformer les modèles économiques de la planète, faire converger tout le monde vers des solutions. Merci. Alors, on me signale que la sonorisation ayant quelques soucis, on est invité à parler plus doucement, à bien articuler et à ne pas baisser la voix en fin de phrase. Voilà. Alors, sur ce même point, Pascal l'a mis, on entend bien la nécessité de faire converger intérêt et valeurs. On entend bien l'insuffisance des normes, le besoin de mécanismes concrets de redistribution ou de transferts financiers. Alors, les négociations achoppent quand même beaucoup sur ce point de la finance. On sait que l'un des points d'achoppement de la COP21, c'est ce fameux fonds vert d'adaptation pour le climat qui requiert 100 milliards $ par an. On est à moins de 20 milliards aujourd'hui. Alors,
est-ce que la communauté internationale et est-ce que les pays riches en particulier sont crédibles avec des engagements aussi faibles? On rappellera que le PIB mondial est de 75 000 milliards. Donc on pourrait imaginer que pour une grande cause comme le climat, 100 milliards soit une goutte d'eau qu'on n'ait pas de mal à mobiliser. Une preuve de plus qu'il n'y a pas vraiment dans la réalité de communauté internationale, c'est qu'il n'y a pas de contribuable international. C'est ça la réalité. Et donc, si l'on veut fonder l'organisation de la société internationale sur les mêmes principes qu'une organisation humaine de moindre dimension et qui envisage, pour des tas de raisons, de répartir des charges collectives sur des individus avec des mécanismes de prélèvement et de redistribution, on retombe exactement sur le même problème, qui est quelle est la taille des mailles de cette solidarité. Et les mailles de cette solidarité, elles sont très étroites dans une famille, elles sont de plus en plus lâches au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'individu. Et encore une fois, il n'y a, d'un certain point de vue, rien à redire à ça, parce qu'il faut aussi respecter les identités. Alors, l'appel à la norme de François, ça fait un moment, Jérôme Vignan disait tout à l'heure que Léon XIII avait été à l'origine de ces journées, c'est lui qui a commencé, dans les débuts du côté international global de la doctrine sociale de l'Église, c'est effectivement l'appel à la norme et petit à petit à des notions d'autorité publique universelle, etc. Bon. C'est très bien, sauf que qui est l'auteur de la norme dans le système international? Qui la décide, la norme? Qui la fabrique, la norme? Ce sont 200 États-nations souverains, coagulés à la mesure de leur volonté individuelle, avec un principe farfelu pour chacun d'entre nous, mais qui est le fondement du système international, qui est l'égalité des États-nations, dans lequel Tonga pèse autant que les États-Unis d'Amérique. Il y a une distance considérable entre la théorie politique du système que nous opérons et la réalité. Il y a des domaines de la vie internationale où il y a des normes, il y a des standards, il y a du normatif, il y en a d'autres où il y a plein de trous. J'ai été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce pendant un certain nombre d'années. Il y a des domaines de l'échange international qui sont fortement régulés, il y en a d'autres qui le sont peu. En matière de régulation de l'industrie financière, la crise de 2008 a eu lieu parce que c'était pratiquement l'industrie la plus globalisée qui soit et la moins régulée globalement. Il y a des trous. Si on regarde la question de l'évasion fiscale, par exemple, ce n'est que très récemment que le G20 a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être qu'on se donne des règles qui permettent aux multinationales de ne pas aller trop loin dans ce qu'ils appellent une optimisation fiscale excessive, ce qui est un joli mot de diplomate. Bien. Donc il y a des éléments comme cela, mais il y en a d'autres. Prenons le cas du changement climatique. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on émet du carbone qui conduit au réchauffement de l'atmosphère et que ce dégât n'est pas intégré dans les comportements économiques. Les économistes ont une solution très simple à cette question. Consiste à dire qu'il faut fixer un prix au carbone qui, dans leur jargon, internalise cette externalité. Aujourd'hui, on émet du carbone, personne ne paie pour ce dégât, eh bien, on va faire en sorte que le prix de ce dégât soit intégré dans les processus de production. Et donc, on essaie de fixer un prix du carbone.
c'est probablement, dans le capitalisme de marché globalisé qui est celui dans lequel nous vivons, qu'on trouve ça bien ou pas bien, c'est probablement une solution plus efficace, plus rapide et plus juste de donner un prix au carbone, parce que, comme ça, chacun saura à quoi s'en tenir. Ça permettra, si l'évolution, si ceci est fait de manière programmée, ça permettra peut-être à la Pologne de s'ajuster sur 5 ans ou sur 10 ans. Et donc, il faut aussi penser à des mécanismes de ce genre. Il n'y a pas que la régulation, la norme, même si c'est un domaine important, et notamment quand il s'agira d'une certaine convergence sur les valeurs, il y a d'autres moyens, y compris ceux qui mobilisent, si je puis dire, le consommateur, et pas seulement le producteur.